Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, désolé pour ce petit contretemps technique, ça arrive encore. Tout d'abord, merci à Aline et à Thomas et aux organisateurs du Salon de la Data de m'avoir gentiment proposé de venir faire ce talk ici avec vous. Donc, qui suis-je? Donc, je suis Alexia Audevard, je travaille dans une société qui s'appelle Equito. Equito, on est basé à Toulouse. On a un cabinet de conseil et d'expertise en développement informatique. Et on est également un studio de start-up. Je travaille essentiellement sur les problématiques de valorisation de données. Je suis également la présidente du Meetup Toulouse Data Science. Je pense que des Meetup, vous devez en avoir plein à Nantes, vu la belle semaine digitale que vous organisez. Et je suis également l'une des co-organisatrices du DevFest. Donc ça, pareil, vous connaissez bien à Nantes. Donc nous, on essaye de vous prendre un petit peu en modèle, parce que c'est notre deuxième édition. Donc pour l'instant, on est à un jour et 500 personnes attendues. Vous, je sais que vous êtes sur un événement beaucoup plus grand. Voilà pour les présentations. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de machine learning. Donc l'objectif de la présentation, c'est que vous puissiez sortir de cette salle en comprenant ce que c'est. Donc j'espère que je vais y arriver. Je compte sur vous, du coup. La première partie, ça sera des définitions, donc pour comprendre un petit peu tous les mots qui sont de ce buzzword qu'est le machine learning. Après, on verra les approches. Après, on verra tout ce qui est méthodologie, les différentes courants de pensée du machine learning. Et puis, on finira par les outils et les frameworks pour faire du machine learning. Voilà. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite que ce qui était prévu pour rattraper le temps un petit peu perdu, mais j'espère que ça ira. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'une data? Donc ça c'est une question qu'on se pose peut-être pas assez souvent. On est au salon de la data, tout le monde parle de data, mais finalement qui c'est qui a réfléchi vraiment à ce que c'était qu'une donnée? On ne sait pas trop. Une donnée, en fait, donc en anglais, c'est data. Et data, c'est le pluriel d'un mot latin qui s'appelle datum. Et datum, ça représente un fait. Et les data, en fait, c'est un ensemble de faits qui vont permettre d'arriver à une conclusion. Donc, voilà. Donc nous, on a tendance à utiliser data à la fois au pluriel et au singulier. Bon, on va continuer comme ça, mais c'était juste pour avoir la petite étymologie. Les différents types de données, donc il y a les données structurées. Donc les données structurées, je pense que tout le monde en a déjà manipulé. C'est des données tabulaires, des données qu'on va avoir dans une table où on va avoir des colonnes et des lignes. C'est des données qu'on a l'habitude de manipuler depuis quelques dizaines d'années maintenant. On a aussi les données semi-structurées. Les données semi-structurées, c'est des données comme les fichiers XML, les fichiers JSON, les fichiers log, et sûrement d'autres. C'est des fichiers où on a besoin de la clé pour les décrypter. Un log, on va le comprendre si on sait que, par exemple, les 6 premiers caractères, c'est le timestamp, que le tiret, c'est le caractère pour séparer les données, et etc. Et avec ce code-là, on arrive à récupérer les données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données semi-structurées. Et puis, pour finir, on a les données non structurées. Donc les données non structurées, ça va être des images, des photos, des films et du texte aussi, voilà, chercher le dernier. Et ces données-là, en fait, on en a toujours eu, mais on les traitait pas vraiment. Et c'était vraiment des experts qui allaient faire du traitement d'images, mais c'était pas accessible, on va dire, au grand public. Ces données-là, elles sont de plus en plus nombreuses avec l'explosion d'Internet. Donc du coup, maintenant, on a des capacités de calcul qui nous permettent de faire des traitements sur ces données-là. Et puis, on a des techniques qui nous permettent aussi de traiter ces données. Donc avec le machine learning, on peut traiter ces 3 types de données, donc toutes les données. Les data buzzwords. Pour situer un petit peu le machine learning, on va essayer de voir les différents mots qui gravitent autour. Donc les statistiques. Les statistiques, tout le monde connaît, c'est un ensemble, un sous-ensemble des mathématiques, et c'est des méthodes qui permettent de décrire et d'analyser des observations, voire des données. De ces statistiques, on va en extraire des patterns, des corrélations entre des variables. Il y a le data mining aussi. Le data mining, ça a apparu il y a une vingtaine ou 30 d'années, quand
quand les bases de données ont explosé, donc on a eu plus de données, et il a fallu trouver des méthodes pour accéder à ces vastes ensembles de données. Et c'est dans ce sens-là que le data mining est arrivé. Donc pareil, le data mining, il utilise un peu des méthodes statistiques, et puis permettent de reconnaître des patterns. Donc des patterns, c'est des structures, des motifs, des corrélations. Le machine learning, on peut qualifier ça comme la science de la prédiction. C'est donner la possibilité à une machine d'apprendre à partir de données sans qu'elle soit explicitement programmée pour. Donc la machine va apprendre toute seule. Donc c'est ce qu'on verra dans les slides suivants. Et le machine learning est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a sept grandes parties, dont le machine learning. Et le dernier mot dont vous avez sûrement entendu parler aussi, c'est le deep learning. Donc le deep learning, c'est un tout petit sous-ensemble du machine learning. Sa spécificité, c'est qu'on va apprendre, l'apprentissage va se faire par couche. Donc sur chaque couche, on va apprendre un petit peu plus. Donc par exemple, si on prend une image, au début, on le donne à la première couche, peut-être qu'il va découvrir des angles. Après, il va peut-être retrouver des lignes. Puis après, il va retrouver des formes, puis des motifs. Tout ça pour arriver à reconnaître je sais pas, une voiture, par exemple. Donc voilà, c'est un apprentissage par couche, et on dit que c'est deep parce que c'est profond. Et ça s'applique, enfin, c'est les technologies des réseaux de neurones donc, qui existent depuis 1950, je crois. Donc c'est des choses qui sont... Enfin, les réseaux de neurones, c'est vieux, mais le deep learning, c'est récent parce qu'en fait, le fait de pouvoir faire autant de calculs sur des couches demande des capacités de calcul qu'on n'avait pas forcément dans les années 50 ou 60. Puis il y a eu des progrès aussi qui ont fait que maintenant, il y a le deep learning. Alors revenons à notre machine learning, parce qu'on est là pour ça. Donc je vous ai dit, le machine learning, c'est donner la possibilité à une machine d'apprendre sans qu'elle soit explicitement programmée pour. Donc pour qu'elle apprenne, la machine, c'est quand même pas totalement magique, il faut lui donner des données. Donc les données, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc par exemple, là je vous ai mis différents datasets qu'on peut lui donner, donc des jeux de données. Donc on peut avoir le prix d'une maison, on peut avoir des images, on peut avoir la transaction d'un client, on peut avoir le clickstream. Donc le clickstream en marketing, c'est les chemins qu'empruntent les internautes sur un site web. Donc voilà, donc on peut avoir différents datasets. Une fois qu'on a ces données, si on les donne à la machine, elle ne va rien en faire, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on lui dise la tâche qu'on veut effectuer. Donc ça, c'est le deuxième item. Donc par exemple, pour le prix des maisons, on va vouloir prédire le prix. Pour les images, on va vouloir les catégoriser. Pour les clients, on va vouloir les segmenter. Et pour l'internaute, on va vouloir optimiser le flux des utilisateurs pour qu'ils naviguent le mieux possible dans notre site. Donc là, on a nos données, on sait la tâche qu'on veut faire, mais par contre, il faut qu'on sache si la machine, elle apprend. Pour ça, on a ce qu'on appelle un indice de performance. Donc on définit en fonction de la tâche qu'on veut faire. Donc par exemple, pour la prédiction de prix, ça va être savoir si les prix sont corrects, les images si elles sont correctement regroupées, les clients si les groupements sont cohérents, les internautes, voir si les KPI du site web sont meilleurs, etc. Donc ça nous amène à une définition que vous trouverez très rapidement sur le net si vous cherchez la définition du machine learning, qui est une définition de Tom Mitchell, qui dit qu'en fait, on sait qu'un ordinateur apprend si plus on lui donne d'expérience et avec une tâche définie, son indice de performance est meilleur. Donc là, peut-être que je vous ai perdu. Donc, pour ça, j'ai un petit quiz. Donc le quiz, je vais vous donner des items et il va falloir me dire, me retrouver l'expérience, la tâche et l'indice de performance. Donc le but là, c'est de construire un programme qui détecte si les emails sont des spams ou pas des spams. Donc les 3 items, c'est classifier les emails en spam et pas spam, avoir un dataset de données labellisées en spam et pas spam, et le nombre d'emails correctement classifiés. Donc la tâche, c'est la première, exactement. Donc la performance, la dernière, bravo. Et l'expérience, la deuxième. Vous êtes très fort, merci, bravo.
Donc voilà, donc ça c'est important parce qu'en fait c'est des questions qu'il faut se poser avant même qu'on fasse un algorithme de machine learning, c'est de savoir quelles données on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va mesurer la performance de notre modèle. Alors quand est-ce qu'on utilise le machine learning? On va l'utiliser quand l'expertise humaine n'existe pas. Par exemple, là c'est le robot rover Mars Curiosity. Donc, je ne sais pas si vous avez sûrement dû en entendre parler. Le petit robot qui a été sur Mars. Personne ne savait comment c'était sur Mars. Donc du coup, dans le robot, on a mis du machine learning pour qu'il puisse détecter les obstacles et ce genre de choses. Quand les humains ne sont pas capables d'expliquer leur expertise. Donc là, vous comprenez tous ce que je vous dis, mais par contre, vous ne savez pas pourquoi votre cerveau comprend ce que je vous dis. Donc ça, typiquement, le machine learning, ça aide beaucoup dans tout ce qui est reconnaissance vocale. Quand les solutions changent régulièrement au cours du temps, là, par exemple, on a un routage de réseau. Il peut arriver qu'il y ait une machine qui tombe ou quoi que ce soit. Du coup, le routage, il va se recréer. Ça, on peut utiliser du machine learning pour optimiser le routage. Et dernier cas, c'est quand les solutions doivent être adaptées à des cas particuliers. Donc, par exemple, les empreintes biométriques, on a tous des empreintes différentes. C'est très difficile de faire un programme informatique pour chacun d'entre nous. Donc, du coup, le machine learning réussit à apprendre ça. Qu'est-ce qu'une feature? Donc, une feature, c'est juste un élément ou une dimension d'un jeu de données. Donc, un jeu de données, comprenne des données structurées, non structurées ou quoi que ce soit, à la fin, ça finit toujours dans une table. Et donc, en gros, une feature, c'est une colonne de votre table. Qu'est-ce qu'un modèle? Donc, un modèle, c'est une représentation mathématique de relations entre les informations d'un jeu de données. Donc là, je vais vous afficher des données sur un jeu qui est très simple, c'est la taille de la maison et le prix. Donc voilà des données. Maintenant, je calcule un modèle. Donc un modèle, par exemple, ça pourrait être un truc comme ça, un truc qui relie tous les points. Et donc, si on veut prédire le prix d'une maison, il suffit juste qu'on se dise, je veux une maison de tant de mètres carrés, hop, on arrive ici, on a le prix. Sauf que là, si j'arrive ici, j'ai ce prix-là, mais ici, j'ai le même prix. Donc déjà, mon truc, il me semble un peu bizarre, parce que ça veut dire que pour deux tailles de maisons différentes, j'ai le même prix. Vous allez me dire, j'ai pas assez de données, ce qui est vrai. Mais là, l'idée que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, cet algorithme, on dit qu'il n'est pas généralisable. C'est-à-dire qu'il marche très très bien pour les données, mes données de mon jeu d'entraînement, de mes données qui ont permis de construire mon modèle. Par contre, il ne va pas du tout être bon pour me prédire des données du futur. Donc pour ça, en fait, une représentation avec une droite comme ça, c'est beaucoup mieux parce que ça nous permet d'avoir les informations qu'il faut. Les modèles, ils ne sont pas aussi simples que ça, parce que sinon, tout le monde pourrait être data scientist et il n'y aurait pas la question de trouver son data scientist. Donc on peut arriver sur des modèles qui vont être très compliqués, des modèles qui ne seront pas forcément interprétables. Donc ça, c'est un autre débat. Et puis des fois, on peut avoir une problématique où le machine learning ne résoudra pas le problème. Ça peut arriver. Les modèles, ils ne sont pas magiques, quoi. Voilà. En machine learning, on utilise deux types d'algorithmes. Donc le premier, ça va être l'algorithme d'apprentissage. L'algorithme d'apprentissage, il va trouver, je cherchais le mot français, les paramètres pour faire marcher un modèle. La recherche des paramètres en machine learning, c'est une des choses les plus importantes. On verra tout à l'heure qu'il y a plein de des méthodes et des modèles de machine learning qui existent, des familles d'algorithmes, mais par contre, le truc le plus compliqué à faire, c'est de trouver les bons paramètres qui vont faire en sorte que votre modèle va marcher. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la phase d'apprentissage avec l'algorithme d'apprentissage. Une fois qu'on a fait ça, on a notre modèle et on va pouvoir faire de la prédiction. La prédiction, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme d'inférence. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc on passe à la partie 2, donc les différentes approches du machine learning. Donc la première approche qu'on entend parler le plus, c'est l'apprentissage supervisé.
L'apprentissage supervisé, ça veut dire qu'on a un jeu de données labellisé. Donc labellisé, c'est qu'on a des données et qu'on a une sortie. Donc on sait ce qu'on doit prédire. On sait exactement, on sait si c'est un nombre, on sait si c'est une classe, etc. Et l'algorithme, il va prédire une sortie à partir des entrées. Le but de ça, c'est de faire de la prédiction. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de prédiction, parce qu'on fait essentiellement dans 99% des cas de la prédiction. Mais on peut aussi faire de l'information, c'est-à-dire essayer de comprendre les corrélations qu'on a dans nos données. Et le machine learning peut être un moyen pour faire ça. Donc des données labellisées, ça ressemble à ça. Donc on a en input, c'est nos données d'entrée. Et output, c'est la donnée de sortie. Donc c'est ce qu'on veut prédire. Là, on veut prédire le prix d'une maison en fonction de différentes colonnes. Donc ils sont le nombre de chambres, la taille de la maison, le code postal, etc. Et je vous ai dit tout à l'heure, une feature, c'est une colonne. Donc la première colonne, par exemple, c'est la feature de la colonne A. Et avec l'algorithme d'apprentissage supervisé, ce qu'on veut faire, c'est trouver une méthode mathématique, un modèle mathématique H, qui va prendre en paramètre les features A, B, C, enfin toutes nos features, pour essayer de prédire un nouveau Y. Et le but, c'est que la différence entre le Y de base et le Y prédit soit le plus petit possible. Donc là en haut, nous avons nos données d'apprentissage. Donc elles sont labellisées, on sait ce qu'on doit prédire. Nos données, elles arrivent telles quelles. Si c'est une image, on a une image avec ça. Donc une image, c'est une somme de pixels, enfin une matrice de pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des feature vectors, c'est-à-dire que l'image, par exemple, on va l'aplatir. Et puis, on va donner donc, ces feature vectors et ces labels à une brique qui s'appelle Machine Learning Algorithm. Cette brique, elle va nous sortir un modèle. Ce modèle, en fait, on va l'utiliser ensuite pour, à partir de nouvelles données où on veut prédire quelque chose. Donc ces nouvelles données, pareil, on va les rendre interprétables par un ordinateur. Donc on va créer des feature vectors. On va donner les feature vectors au modèle et ça va nous donner une sortie, donc la chose qu'on souhaite prédire. Les algorithmes supervisés, il y a deux grands types de problèmes qu'on peut résoudre avec. Les problèmes de type classification. Donc en fait, on va prédire une classe. Donc une classe, par exemple, ça va être rouge, jaune et bleu. Ou voiture, avion et bateau. Donc on peut voir ça comme des chaînes de caractères. C'est ce qu'on appelle des sorties symboliques. Et on peut aussi faire de la régression. Donc la régression, c'est le cas typique du prix de la maison. On va on va prédire une valeur. Et la sortie est une valeur numérique. Alors quelques exemples rapides d'apprentissage supervisé. Donc on a la détection de spam. Donc ça, c'est le cas que vous avez résolu tout à l'heure. On va savoir si une personne est malade ou pas malade, différenciation de maladie. Reconnaître des chiffres, donc ça c'est très utilisé à la Poste ou à la Sécurité sociale pour reconnaître les écritures manuscrites. Donc ça, la reconnaissance de chiffres, c'est l'un des premiers programmes qu'on fait du machine learning. Ça peut paraître très compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Et on arrive à avoir des taux de résolution à peu près 99%, donc ce qui est quand même plutôt correct. La reconnaissance vocale, la prédiction de données de séries temporelles, donc par exemple prédire une charge d'électricité ou l'usage d'un réseau, etc. Ou faire de la reconnaissance d'objets par ordinateur. Donc voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais c'était pour vous montrer qu'en fait on peut résoudre des problématiques qui sont très très variées. Donc là je vous ai parlé de l'apprentissage supervisé, maintenant je vais vous parler de l'apprentissage non supervisé. Donc l'apprentissage non supervisé, la différence c'est que les données ne sont pas labellisées, donc on ne sait pas ce qu'on veut prédire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va pouvoir faire du clustering, c'est-à-dire rassembler des données qui peuvent se ressembler. On va pouvoir faire aussi de l'association. Donc l'association, ça permet de découvrir des règles, et c'est entre autres ce qui est utilisé, si vous utilisez Netflix ou Spotify, pour faire les moteurs de recommandation.
quand il vous dit d'autres utilisateurs ont aimé ce film. Voilà, c'est ça qui est derrière. Ça peut être aussi utilisé pour faire de la réduction de dimension. Donc on a un jeu de données avec beaucoup de features, et nous on ne sait pas quelles sont les données qui sont importantes ou pas. Du coup, l'apprentissage non supervisé peut vous permettre de réduire ça, et du coup après de traiter peut-être plus facilement vos données. Et ça permet aussi de faire de la détection d'anomalies, de retrouver dans toutes les données quelle est la donnée qui paraît bizarre. Donc comment ça marche? Donc c'est pareil que l'algorithme supervisé, sauf que les données ne sont pas labellisées. Donc on a notre jeu d'entrée, donc on crée nos features vectors, on le donne à la brique qui construit l'algorithme de machine learning. Hop, ça nous sort un modèle. Les nouvelles données, on crée un feature vector, on les donne au modèle. Et là, en sortie, contrairement à tout à l'heure où ça nous prédisait un label, donc soit un chiffre, soit une classe, là, ça va nous produire soit un indice de vraisemblance, soit un ID d'un cluster, ou une meilleure représentation si on est dans le cas où on veut réduire les dimensions. Quand est-ce qu'on utilise les apprentissages non supervisés? Donc ça va être dans la segmentation client. Donc vous avez votre panel de clients et puis vous essayez de faire 3 groupes, mais vous ne savez pas sur quels critères. Ça, par exemple, l'algorithme non supervisé, il est très fort pour faire ça. Pour faire de la reconnaissance d'images, donc par exemple, quand vous prenez votre téléphone et que vous faites une photo, des fois, il vous met un petit carré là. Là, typiquement, on est dans du non supervisé, ce qui ne vous met pas la personne que c'est, il vous met juste, il y a un visage, il a détecté un visage. Et les systèmes de recommandation. Le troisième type, c'est l'apprentissage par réenforcement. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vraiment ce qui a le vent en poupe en ce moment. Tous les papiers de recherche parlent souvent de ça. Donc là, vous avez un agent. Un agent, c'est ce que vous souhaitez contrôler. Cet agent, on va lui faire des actions. Donc il fait quelque chose et il interagit sur un environnement. Du coup, une fois qu'il a interagi sur l'environnement, son état va changer. Et l'environnement va lui attribuer une récompense. Et de là, en fait, on essaye de maximiser ces récompenses et de faire en sorte que l'agent apprenne à vivre de mieux en mieux dans l'environnement. Donc là, c'est sûrement un petit peu compliqué. Vous êtes toujours là, mais je sens que vous êtes perplexe. Les environnements, ça peut être très varié. Ça peut être un environnement stochastique. Donc stochastique, c'est aléatoire. Par exemple, Tetris. Si vous voulez faire décoller la fusée en Tetris, il faut utiliser ce type d'algorithme, si vous n'êtes pas assez fort pour le faire à la main. Ça peut aussi être quand vous vous battez face à un adversaire, comme un jeu d'échecs ou un jeu de Go. Ça peut être quand l'environnement est partiellement inconnu, comme si on essaye de faire de la bicyclette par exemple, ou partiellement observable, comme les robots. Et donc dans quel cas on utilise ça? Donc le cas sûrement le plus utile, c'est pour gagner Mario Bros. Donc Mario, il est dans l'environnement du monde. S'il tape le petit champignon, enfin le Toad là, du coup il va mourir. Donc petit à petit, il va apprendre qu'il ne faut pas taper dans ces petites bêtes-là. Par contre, il va aussi apprendre que s'il saute et qu'il chope un champignon, il va grandir. Et ça va l'aider à récupérer la princesse. J'avais toujours rêvé de faire ça dans une conférence. Donc il y a également des applications dans la robotique. Et puis sûrement l'une des choses qui est le plus connue, c'est AlphaGo. Donc c'est Google qui avait fait une intelligence artificielle qui s'appelait DeepMind. Et c'est un ordinateur qui a battu un joueur de jeu de Go. Donc voilà, ça utilise ce type-là, parce que l'environnement change régulièrement. Et le dernier type, c'est l'apprentissage semi-supervisé. Donc, c'est-à-dire que vous avez des données en entrée qui sont à la fois labellisées et non labellisées, et puis vous allez utiliser des machines d'apprentissage d'apprentissage supervisé et non supervisé pour sortir de la valeur de ces données. Voilà. Je ne sais pas trop combien je suis dans le temps, parce que... Il me reste combien de temps? 20 minutes. Parfait.
Donc les méthodes du machine learning. Donc la première chose, c'est récupérer des données. Les données qu'on récupère, on appelle ça des raw data, c'est-à-dire des données brutes. Donc ces données-là, en général, elles ne sont pas exploitables telles quelles parce qu'il va y avoir des données manquantes, il va y avoir des données aberrantes, va y avoir des données peut-être qui seront du texte, il faudra le transformer en entier, etc. Donc pour ça, en fait, on a une phase de nettoyage et de préparation de données. On ne va pas rentrer dedans maintenant, mais bon, il faut que vous le sachiez. Et puis, une fois que ces données, elles sont prêtes, on va construire notre modèle de machine learning. Et puis, une fois qu'on aura notre modèle, on pourra faire de la prédiction. Donc, pour info, sur un projet de machine learning, on passe très très peu de temps à construire le modèle. On passe vraiment beaucoup de temps à récupérer les données, à les nettoyer et à les rendre exploitables. Donc voilà, ce qui est un peu dommage, parce que la partie la plus fun, c'est quand même de construire le modèle. Mais il faut les données, c'est la clé d'entrée. Alors nous, on a récupéré nos données, elles sont toutes propres, c'est parfait. Donc maintenant, on veut construire notre modèle. Donc pour ça, on va faire une phase de feature engineering. Donc la phase de feature engineering, c'est-à-dire qu'on va peut-être recréer des nouvelles features à partir de celles qu'on a, parce que ça nous semble pertinent. Par exemple, je sais pas, on a des données avec un code postal et on se dit ça serait bien d'avoir le numéro du département. Bon ben voilà, on peut le faire dans cette phase-là. On peut faire plein d'autres choses. Une fois qu'on a fait ça, on va séparer notre jeu de données en 3 parties. En train, validation et test. Bon, il n'y a pas vraiment de règle sur la proportion, mais je dirais que 60% pour du train, 20% pour de la validation et 20% pour du test, c'est plutôt bien. Donc là, on va prendre notre jeu de train, et puis on va construire un modèle. Et puis, donc un modèle, ça a un hyperparamétrage, donc on va mettre quelques hyperparamètres. De là, on construit le modèle, donc on a notre modèle. Là, on va prendre le jeu de validation. Le jeu de validation, il n'a pas du tout servi à construire le modèle. Donc le modèle ne connaît pas ces données, elles sont nouvelles pour elle. C'est un peu comme si on faisait une phase de prédiction. Et en fait, cette phase-là, elle nous permet donc de récupérer un résultat et de voir si notre algorithme il est généralisable. Si vous vous souvenez de la courbe de la maison, on est exactement dans ce cas-là. Donc le but, c'est d'avoir un modèle qui est le plus généralisable possible. Donc là, on peut avoir des phases de cross-validation, ou différents types de validation, mais on ne va pas rentrer dans le domaine, dans le truc maintenant. Donc une fois qu'on a nos résultats de la validation, soit ils sont corrects et c'est super, mais souvent ça ne marche pas comme ça, c'est un processus assez long et assez itératif. Souvent, on a besoin d'aller rebouger un petit peu les features, en recréer des nouvelles ou en enlever. Tuner les hyperparamètres, donc essayer de les affiner. Donc ça, c'est un travail qui est assez long. Et on fait ça autant de fois que nécessaire jusqu'à temps d'avoir un résultat de validation qui semble à peu près correct. Donc le résultat de la validation, on sait qu'il est correct. Vous vous souvenez de l'indice de performance du début? En fait, c'est quand notre indice de performance il correspond à ce qu'on attend. Donc une fois qu'on a fait ça, pour être sûr que notre modèle, en fait, il n'est pas trop appris de notre jeu de validation, on garde un jeu de données qu'on appelle test, et ce jeu-là, on le redonne au modèle, et on récupère un résultat, et on compare pour voir si on a bien un modèle qui est généralisable sur un nouveau jeu de données. Donc voilà un petit peu le processus pour faire du machine learning, pour la phase d'apprentissage. Alors là, je ne vais pas faire de la pub pour Microsoft, mais un petit peu quand même. Parce qu'en fait, ils ont fait cette feuille que vous trouverez facilement sur Internet, qui est très bien faite parce que vous êtes ici, donc vous êtes au start, et vous avez un problème. Vous voulez faire du machine learning, mais vous ne savez pas quel algorithme utiliser. Donc pas très compliqué. Vous voulez prédire une valeur. Donc là, vous êtes dans un cas typique de régression sur de l'apprentissage supervisé. Vous suivez la flèche, et puis là, il vous propose quelques modèles qui vous permettent de faire ça. Si vous voulez prédire des catégories, après, il faut savoir si vous voulez prédire que 2 catégories, juste je vais sain et malade, ou si je veux prédire avion, bateau et voiture. Donc si je veux prédire 2 catégories, je vais ici. Si je veux prédire 3 catégories, je vais ici. Et comme ça permet un petit peu de savoir quel algorithme on va utiliser.
Si on est dans le cas des apprentissages supervisés, on peut faire soit du clustering, soit de la détection d'anomalies. Donc voilà, je vous encourage à aller récupérer cette feuille, elle est très bien faite. Alors, les tendances du machine learning. Donc le machine learning, il s'appuie sur 5 tendances, qu'on va passer très rapidement. Je vous donnerai les références d'un livre, si ça vous intéresse, qui explique très bien les 5 tendances de manière un peu plus précise que le temps qui m'est imparti. Donc le premier mouvement, c'est les symbolistes. Les symbolistes, ils viennent de la logique, de la philosophie. Et leur algorithme de prédilection, c'est ce qu'on appelle l'inverse déduction. Donc attention, il va y avoir un gros problème de mathématiques. 1 plus 1 égale... Vous êtes censé être fort en maths à Nantes. 1 plus 1 égale 2. Bravo. Donc 1 plus quelque chose égale 2. Le quelque chose, c'est 1. Bon, jusque-là, on est bon. Donc ça, en fait, l'addition, c'est ce qu'on appelle la déduction. Et la soustraction, c'est l'induction. Et en fait, l'algorithme qu'utilisent les symbolistes, c'est l'inverse déduction, c'est-à-dire l'induction. Et ça, à quoi ça sert? Ça sert à faire tout ce qui est moteur de règles. Donc on donne des faits et puis on arrive à prédire des choses comme ça. L'algorithme qui est beaucoup utilisé, c'est tout ce qui est arbre de décision. Voilà, et ça permet en fait de composer la connaissance. Donc ça, c'est des technologies, c'est les premières technologies qui ont été utilisées en machine learning. Elles sont toujours utilisées maintenant, mais on verra qu'en fait, on les mixe aux autres. Elles ne sont pas forcément utilisées que toutes seules. Le deuxième, c'est le mouvement bayésien. Le mouvement bayésien, il tient ses origines des statistiques. Et son algorithme phare, c'est l'inférence probabilistique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est cette magnifique formule, c'est une probabilité. Et ça permet de résoudre tous les problèmes d'incertitude. Le troisième, c'est les connexionnistes. Donc les connexionnistes, eux, ils tirent leurs origines de la neuroscience, parce qu'en fait, ils partent du principe qu'on va essayer de modéliser un neurone de notre cerveau. Alors, pour ça, un neurone. Donc, petit cours de sciences nat. Donc là, ici, vous avez des dendrites. Donc les dendrites, ça va être ce qui récupère les informations des autres neurones. Après, vous avez au centre le corps de la cellule, et puis le grand truc que vous voyez là, c'est l'axone. Et puis, au bout du jaune, là, on a les synapses. Et les synapses, c'est l'information qui va être transmise à d'autres neurones. Donc du coup, on modélise tout ça de manière informatique, et ça nous donne ça. Donc ça, c'est un neurone formel. Donc les dendrites, donc c'est là où on récupère l'information. Ben, en fait, on a des inputs à la place. Dans le body de la cellule, on va avoir une somme pondérée de tous les inputs. Alors pourquoi pondérée? C'est qu'en fait, toutes les informations qu'on récupère, il y en a peut-être qui ne nous intéressent pas, et puis d'autres qui sont très importantes. Donc du coup, on les pondère, on leur met des poids. Donc voilà, en sortie de la cellule, du coup, on va avoir une valeur, et là, après, il va y avoir une fonction d'activation qui va nous dire si cette info elle est importante ou pas, et sous quelle mesure à transmettre à un autre neurone. Et donc, quand on parle de réseaux neuronaux, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une association de neurones formels, donc d'exactement de ça, en un graphe qui est plus ou moins complexe. Avec ça, vous ne ferez rien, parce qu'avec un neurone dans une tête, on ne fait rien. Donc là, c'est pareil. Il en faut plein, on peut les relier entre eux. Et ça marche sous forme de couches. Donc c'est ce que je vous ai expliqué au tout début. Et donc c'est avec ça qu'on a maintenant le deep learning. L'algorithme phare, c'est la backpropagation. Donc la backpropagation, c'est un algorithme qui permet de trouver les bonnes valeurs de tous les poids. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre de neurones, chaque neurone a une matrice de poids qui lui est associée. Donc ça peut vite devenir l'enfer pour trouver exactement les bonnes matrices de poids. Donc ça, c'est la backpropagation et ça a été inventé dans les années 1980. Le quatrième mouvement, c'est le mouvement évolutionniste. Donc eux, ils tirent leurs origines de la biologie. Donc c'est tout ce qui est algorithme génétique.
Donc en fait, on va prendre la donnée et puis on va lui faire des mutations, on va la mélanger avec d'autres données, etc. Et donc ça permet de découvrir des structures. Le cinquième, c'est... alors en français, je ne sais pas trop comment on dit, mais on va dire que c'est le mouvement de la vraisemblance. Eux, ils tirent leurs origines de la psychologie. Et l'objectif, c'est de regrouper les items qui se ressemblent, donc par similarité. Les algorithmes phares, c'est le kernel machine, le SVM. Et donc, du coup, on a ces cinq mouvements qui tirent leurs origines de mondes un petit peu divers. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? En fait, on va essayer de les mixer un petit peu, et puis ça va nous faire en fait toute notre trousse à outils pour faire du machine learning. Donc cette présentation-là, elle est issue du livre de Pedro Domingo, The Master Algorithm, qui explique très très bien tout ça. Voilà un petit peu. Pour finir, je vais vous parler des outils et des frameworks qu'on peut utiliser pour faire du machine learning. Vous allez voir, il y en a plein. Personnellement, je ne les ai pas tous testés et j'en ai sûrement oublié, j'en ai listé que quelques-uns. Donc tout d'abord, la façon la plus simple de faire du machine learning, si vous venez du monde de la programmation, c'est Python ou R. Donc Python, c'est vraiment un langage de programmation, vous pouvez tout faire avec du site web jusqu'à du machine learning. R, c'est plus un langage pour les statisticiens et qui est très bien adapté pour faire du machine learning. Après, vous avez Octave et MATLAB, qui sont des logiciels, et eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est calcul matriciel. Donc vous pouvez aussi faire du machine learning avec ça. Perso, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est possible. Après, vous avez des plateformes, donc des outils un peu clés en main qui vont vous guider de la récupération de votre donnée au nettoyage, la préparation, tout ça, au test de différents algorithmes. Donc vous avez DataIQ, on va faire un peu de la pub, c'est un français, c'est une boîte française. Et ils ont une super plateforme pour faire du machine learning. Donc vous avez une version gratuite que vous pouvez tester sur votre poste. Dès lors que vous allez vouloir travailler en équipe, là il faudra prendre une version payante. Mais déjà avec la version gratuite, vous avez toutes les fonctionnalités pour travailler seul. Donc après vous avez NIME, RapidMinder et SAS. Qui ont des versions... alors ça, je pense que c'est que payant, et NIME et RapidMinder, il me semble qu'il y a des versions gratuites. Après, vous avez tous les outils de machine learning dans le cloud. Donc forcément, les gros du cloud, ils ont tous leur solution. Hein. Donc vous avez Amazon, machine learning. Azure, c'est Microsoft. Google Machine Learning, c'est Google. Et puis j'ai cité aussi BigML, qui est une plateforme qui est assez sympa pour faire du machine learning. Après, si vous avez des données qui sont réparties dans un cluster Hadoop, ou même pas forcément Hadoop. Alors si vous avez un cluster Hadoop, vous avez deux solutions pour faire du machine learning dans le cluster, en utilisant toute la répartition de vos données. Ça va être le framework Apache Maout et la librairie Spark Machine Learning. Si vous n'êtes pas dans du Hadoop, vous pouvez faire aussi du Spark Machine Learning. Si vos données, par exemple, elles sont dans du Cassandra, ça marche. Et pour finir, les frameworks qui permettent de faire du deep learning. Donc, vous avez Apache Synca, Café, CNTK de Microsoft, MXNet, TensorFlow, que je pense que tout le monde connaît parce que c'est porté par Google, Theano et Torch. Alors, quelles sont les différences? Alors, MXNet, c'est celui qui a été choisi par Amazon. Donc sur la plateforme Amazon, vous avez MXNet. CNTK, c'était très optimal pour faire de la reconnaissance vocale. Café, à la base, c'était plus fait pour faire tout ce qui est vision par ordinateur. TensorFlow et Theano, c'est très proche de NumPy, s'il y a des gens qui font du Python, donc on n'est pas trop perdu. Et Torch, c'est la solution qui est utilisée par Facebook, dans le centre de recherche de Facebook. Et Apache Synca, c'est un nouveau framework qui bosse beaucoup et qui est porté par la fondation Apache. Donc lui, il n'a pas de gros derrière lui, parce que tous les autres, ils ont du Google, du Amazon, du Facebook, donc voilà.
Du coup, qu'est-ce qui nous attend dans le machine learning? Déjà, il y a une tendance qui est forte, c'est que l'open source est vraiment très présent. C'est beaucoup porté par les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais il y a aussi pas mal d'innovations qui sont portées par la recherche, parce qu'en fait, la recherche, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des réseaux de neurones, mais ce n'était pas forcément accessible au grand public, donc il y a un fossé qui est en train un peu de se restreindre. Donc il y a Amazon, par exemple, qui a libéré son framework, qui s'appelle DSSTNE. Il y a Google qui a libéré son analyseur textuel qui est censé être le plus précis du monde, d'après eux, qui s'appelle SyntaxNet. Apple a publié la semaine dernière des articles de son propre centre de recherche à tout le monde, donc c'est accessible en open source. Et puis il y a plein de choses. Et on voit que tout le monde libère son code, ce qui fait que ça fait avancer la communauté et qu'on a des solutions de plus en plus abouties qui nous permettent de faire de plus en plus de choses. Le machine learning, je pense que vous en êtes tous conscients, il est partout. Il vous suit, si vous avez un téléphone, déjà, vous en utilisez. Et vous allez en utiliser de plus en plus parce que depuis, ça doit être mars-avril, TensorFlow marche sur Android. Parce qu'avant, en fait, on ne pouvait pas mettre de TensorFlow sur Android. Il fallait envoyer vos données sur un serveur qui avait un TensorFlow et qui vous renvoyait vos données après sur votre device mobile. Alors que maintenant, non, l'intelligence, enfin le modèle sera dans votre téléphone. Forcément, si Android a fait ça, Apple a fait la même chose avec un truc qui s'appelle Core ML. Et si vous avez suivi la dernière sortie de l'iPhone X la semaine dernière, il va y avoir un système de reconnaissance faciale pour déverrouiller vos téléphones. Donc ça, c'est un algorithme de machine learning. Donc on a parlé de recherche, on a parlé du fait que c'était partout. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est tout ce qui est hardware. Parce qu'en fait, si ça buzz autant, le machine learning en ce moment, c'est parce que, oui, certes, on a plus de données, mais on a surtout des capacités qui nous permettent de stocker et de traiter et de faire plein de calculs sur ces données-là. L'une des puces les plus prometteuses, c'est la Google TPU. Donc forcément, Google, ils ont un centre de recherche, ils ont développé cette puce qui s'appelle Tensor Processor Unit. Et elle est spécialisée pour tout ce qui est calcul matriciel et elle a des performances extraordinaires. Donc Google a mis dans tous ses data centers des TPU. Ça leur a évité de construire 3 fois plus de data centers. Parce qu'en fait, ils arrivaient à faire plus de calculs. Voilà. Dans cette conclusion, on aurait pu parler de plein de choses. On aurait pu parler d'auditabilité du code, parce que forcément, le machine learning, ça entraîne plein de questions d'éthique et de savoir qu'est-ce qu'il apprend. Parce que ça, en fait, c'est bien beau de donner toutes nos données à une machine, mais il faudrait être sûr qu'on ne crée pas un monstre. Voilà. Du coup, je vais terminer par cette petite phrase d'un Français, Yann Lequin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le directeur du laboratoire de recherche de Facebook. Et c'est l'une des personnes qui a œuvré le plus pour le deep learning dans les années 80. Et voilà, il est à la tête du laboratoire de Facebook. Et du coup, le laboratoire de recherche de Facebook est en France, parce qu'il voulait vivre en France. Donc on a aussi des stars dans notre pays. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je passe en attente. Je sais pas si on a le temps pour des questions. 5 minutes. Pas de questions? Oui? Attends, je crois qu'il t'amène un micro. Bonjour. Moi j'avais une petite question sur les différents algorithmes. Alors autant l'algorithme par renforcement, j'ai bien compris que la machine apprenait quelque chose, puisque du coup il y avait une action derrière, et elle pouvait être récompensée ou non, et du coup on peut programmer quelque chose pour faire évoluer son comportement. Mais autant sur les autres algorithmes d'apprentissage, donc l'algorithme supervisé, non supervisé et semi-supervisé, en fait j'ai compris qu'on créait un modèle, qu'on donnait ce modèle à une machine, mais le modèle était plus ou moins créé par un humain, donc certes à l'aide d'un logiciel, mais derrière la machine ne fait qu'exécuter ce modèle, et j'ai pas vu en tout cas dans la présentation,
l'indice de performance dont vous avez parlé avant, et du coup, j'ai pas retrouvé cette notion d'apprentissage. Et du coup, est-ce que vous pouvez... Ouais, bien sûr. Alors en fait, dans les algorithmes supervisés et non supervisés, on va donner nos données à notre modèle et on va avoir un score de validation. Vous vous souvenez de ce slide-là? Et en fait, cette validation, derrière, il y a l'indice de performance. Et l'indice de performance, en fait, quand on donne le modèle, on lui dit, je sais pas, je veux faire une régression linéaire, on va lui dire qu'on veut utiliser tel indice de performance. Et donc, du coup, il va savoir qu'il faut optimiser le modèle, donc faire de l'apprentissage pour réduire cet indice de performance. L'indice de performance, il est caché dans le modèle, dans les supervisés et non supervisés. D'accord, donc le modèle, en fait... Le modèle, il apprend. D'accord, donc le modèle évolue, c'est la machine qui fait évoluer ce modèle. Ok, d'accord. Merci. En fait, par exemple, sur les réseaux de neurones, ça va être les poids qui vont être mis à jour. Sur une régression linéaire, donc une régression linéaire, c'est une droite, ça va être les différents paramètres de la droite, etc. Si c'est un arbre, ça va être comment l'arbre se construit. Voilà. D'accord, merci. Désolé, c'était un petit peu rapide, du coup. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Mais merci beaucoup.